La cour. Vous pouvez vous asseoir. Je donne la parole à monsieur le greffier pour la lecture de l'acte d'accusation. Pétain Henri-Philippe Benoni-Omer, inculpé d'attentat contre la sûreté de l'État et d'intelligence avec l'ennemi. Le procureur général et le greffier étant présents. Le procureur général lui a donné connaissance du réquisitoire définitif établi par lui et dont les conclusions tendent au renvoi devant la haute cour de justice du dit inculpé pour répondre des crimes prévus par les articles 87 et 75 du Code pénal. Silence de l'instruction. Il résulte contre le susnommé Pétain charge suffisante d'avoir depuis un temps non prescrit 1. Commis le crime d'attentat contre la sûreté intérieure de l'État, 2. Entretenu des intelligences avec l'ennemi en vue de favoriser ses entreprises en corrélation avec les siennes. Du 18 novembre 1944 constituant une haute cour de justice. Il est établi que Pétain entretenait des relations avec les principaux membres de l'association connue sous le nom de la Cagoule, dont le but était de rendre... Et il est dangereux aussi d'instaurer une discussion de cet ordre qui passe de fait en fait sur 4 ans de guerre, sans qu'il y ait une instruction et des recherches. Monsieur le bâtonnier, mais c'est pas possible. D'avoir en ses murs celui qui incarne le mieux l'image de la France. Je viens vous faire une visite. Je ne peux pas m'adresser à chacun de vous en particulier. C'est impossible, c'est trop nombreux. Je pense à vous beaucoup. Mais soyez sûrs que dès que je le pourrai, je viendrai, et alors ce sera une visite officielle. Alors, à bientôt, j'espère. Alors me direz-vous, bon Bétail était peut-être un peu négligent, mais tout de même, De Gaulle, l'État neuf, tout ça, a peut-être aposté, comme disait Bétail, des magistrats honorables, hein, comme disait Shakespeare à propos de Brutus, hein, des hommes honorables pour s'occuper de châtier les plus graves coupables. Eh bien non. Je dirais que De Gaulle et de Menton se sont fait un malin plaisir de compromettre des magistrats tout à fait représentatifs de la magistrature que décrit Maurice Garçon, puisque s'il y a un domaine dans lequel il est réaliste, c'est normal, il est avocat. Bon, vous voyez, un avocat, ça a le droit d'avoir la dent dure contre les magistrats. Et alors, vous verrez, hein, dans Maurice Garçon, il y a du lourd sur les magistrats. C'est vraiment un plaisir. Hein. C'était son journal au jour le jour. Oui, c'était... Mais paraît-il, je l'ai jamais corrigé, relu. Il est donc d'une grande honnêteté. Il y a des moments où on peut se poser la question. Je pense que ce qui obère la sincérité totale du journal, c'est la manière dont Maurice Garçon présente ses rapports avec Grimm, qui est un personnage extrêmement important de l'espionnage allemand, qui, comme il est de coutume, a occupé le terrain dans les années 1930 à Paris et revient comme si de rien n'était, comme tous ses pairs, en 1940 et jusqu'en 1944. Et la manière dont Garçon présente ses rapports d'avant-guerre avec Grimm est une manière qui n'est forcément pas honnête. Et ça jette le doute sur certains aspects du journal. Mais le journal,
Et c'est ce qui donne sa valeur d'ailleurs. C'est la même chose pour le journal de Pierre Nicole, qui est un monument de malhonnêteté sur tout le journal qui a été publié. Parce que quand vous le comparez à l'exemplaire du journal, nettement moins trafiqué, qui a été livré, c'est celui... Moi j'ai comparé la totalité du journal de Nicole déposé à la préfecture de police, ligne à ligne. C'est un peu fastidieux, mais de la comparaison jaillit la lumière. L'exemplaire déposé qui est trafiqué aussi. Mais enfin, nettement moins trafiqué que l'exemplaire qui a été publié en 1947 du journal de Nicole. Même des journaux trafiqués. Comme il y a quand même forcément un rapport avec l'événement du jour, ça ne peut pas se trafiquer autant qu'un témoignage. Ça n'a rien de comparable avec ces gens qui viennent défiler au procès de Pétain pour raconter qu'ils ont tous été des héros et qui n'ont pensé qu'à libérer le territoire. C'est dommage qu'ils n'aient pas pensé à ne pas le faire occuper. Et donc, à qui confie-t-on le procès? Alors, eh bien ma foi, François de Menthon, flanqué d'un chef de cabinet qui lui aussi mérite notoriété, un certain Guy Fradin, industriel, très représentatif d'ailleurs de l'appareil des services spéciaux que De Gaulle a constitué, connu sous le nom de Bureau central de BCRA, Bureau central de renseignement et d'action. Ce Guy Fradin est un ami de cagoulards notoires, y compris ceux que j'appelle les sicaires. Remarquez, cagoulards, pas sicaires, c'est en général ils mettent le poignard et ils usent de l'arme, hein, mais après tout pas toujours. Même si un certain nombre de chefs ont manié le poignard et le pistolet, la mitraillette, etc. C'est un intime de celui qui s'est fait appeler Guillain de Bénouville, Pierre Bénouville, de son vrai nom, et qui obtenait de Guy Fradin, sur simple missive, la libération de tous les plus grands coupables au palmarès extrêmement chargé. Mais non, mais tu vas pas m'embêter avec celui-là. Eh ben non, il n'y a pas de raison de l'embêter. Donc, si vous lisez les fonds BB30, vous verrez comment Fradin a relâché des coupables qui comptent vraiment parmi les coupables, y compris beaucoup de coupables de sang, hein, gentiment. Alors, avec des gens aussi compréhensifs, vous imaginerez bien que était cohérent le choix du tribunal qui a eu à connaître de l'affaire Pétain. Alors, il y a le président du tribunal, Paul Mongibaud, premier président de la Cour de cassation, qui, pour s'en tenir, lui, il n'est pas ouvertement attaqué par Izorni, donc on ne connaît pas trop le détail. Mais enfin, on sait quand même, Kupferman avait montré dans son livre sur le procès de Vichy que, comme la totalité du corps de la magistrature -1, il a prêté serment à Pétain, il s'est parfaitement accommodé du régime, il a fait plus que ça. Il a accordé des interviews au pilori, enfin, vous voyez, bon, classique. Lui, il est président, et comme dit Kupferman, il a prêté serment en 1941, appliqué les lois de Vichy avec sérénité, même mieux que ça. Mais alors, il y en a un qui vaut particulièrement le déplacement, et qui va vous montrer à quelle pantalonnade, quelle farce, quel retour du musée Grévin a écrit Aragon, qui avait fait un poème sur le musée Grévin en 1943, un poème particulièrement féroce sur le haut personnel de Vichy, c'est André Mornay, et qu'on connaît bien, notamment parce que Izorni, qui jouait sur du velours et qui n'était pas inquiet pour son client, vous savez que Pétain avait plusieurs défenseurs, dont le jeune arrogant et plein de talent, il faut le dire, fasciste Action française, Izorni, qui a fait un jeu de massacre au procès tout à fait intéressant. Alors, il y a des gens qu'il a beaucoup dénoncés, vous le verrez en lisant les actes du procès, vous verrez, les moments sont savoureux. Hein. Un moment où Izorni a décidé
d'en pulvériser quelques-uns est un moment intéressant des actes du procès. Et par exemple, très vite, dans les premiers jours du procès, ils mettent en question le procureur général du procès de Pétain et de tous les grands procès, André Mornay. Haute Cour de justice. Il est établi que Pétain entretenait des relations avec les principaux membres de l'association connue sous le nom de la Cagoule, dont le but était de... 75 ans, qui s'est rendu célèbre par des procès du même type au cours de la Première Guerre mondiale, où il est passé pour un défenseur de la France en guerre, et qui s'en vient donc être le chef de l'accusation. Et alors Izorni dit « Ah bon, mais dites voir, vous avez demandé à être vice-président de la commission de révision des naturalisations ?» Alors, pour parler clair, il s'agit de la commission mitonnée, elle aussi prête en 1940, destinée à réviser toutes les naturalisations des Juifs depuis 1927 et à transformer tous les Juifs en apatrides afin qu'ils puissent bénéficier de tous les effets maxima de la réglementation sur les Juifs. Je ne dis jamais de la législation parce qu'il n'y a pas de législation sous Vichy. Et donc, il a demandé, il a obtenu le poste de vice-président de cette commission de révision des naturalisations, créée par décret à Libert, et puis du petit, dont je vous ai parlé que personne ne connaît, Fonréau, Pierre de Fonréau, le 22 juillet 1940. Voilà, alors, hurlement de Mornay, quelle calomnie, mais pas de chance, c'est vrai. Bon, alors, vous voyez, vous verrez quelques petits incidents de séance que rapportent avec gourmandise les responsables des RG préposés au compte-rendu. C'est évidemment ça aussi très savoureux au compte-rendu du procès. Et puis alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'aussi, il avait demandé, mais là il l'a raté, il avait demandé à être... il avait été candidat à la Cour suprême d'Orient, qui elle aussi, évidemment, prévoit dès juillet 1940, enfin avant, mais officiellement en juillet 1940, de traduire tous les chefs républicains considérés officiellement par Vichy, par le très ingrat Vichy, comme responsable de la défaite. Je dis très ingrat parce qu'avec la sollicitude que ces républicains ont accordé aux putschistes, vraiment, quel manque de gratitude que de leur faire des reproches pareils. Alors, les chefs républicains, que vous verrez, chargés, c'est assez savoureux aussi, de l'accusation, d'être les témoins de l'accusation, comptent parmi les principaux liquidateurs de la République. Il y a parmi eux Daladier. De sorte que Léon Blum avait raison de dire au procès de Riom que l'Assemblée n'était pas libre. Et Blum lui-même avait dit: j'ai vu là pendant 2 jours des hommes s'altérer, se corrompre à vue d'œil, comme si on les avait plongés dans un bain toxique. Daladier, dont la carrière devrait être mieux connue, surtout à une époque où nous avons un Premier ministre qui, même par les coups de menton, il faut bien le dire, rappelle étrangement ce Daladier, et pas seulement par les coups de menton, par les décisions prises, et par cet amour inconsidéré pour l'état d'urgence ou assimilé que nous avons connu naguère. Alors il y a Reynaud, contre lequel Izorni n'a pas vraiment de raison d'être indulgent, qui est une sombre canaille que j'ai décrite dans Dominique à Vichy, il faut bien le dire, avec toute la distinction qui est nécessaire en matière académique. Paul Reynaud est quand même un des traîtres les plus flamboyants de la République. Et je dirais d'autant plus flamboyant d'ailleurs que ça a été avec une hypocrisie consommée, parce que
il est passé pour anti-munichois. Avec des anti-munichois pareils, il faut dire que la Tchécoslovaquie n'avait pas besoin de munichois. Mais on peut considérer que c'est vraiment un des éléments les plus importants, non seulement le 16 juin, mais bien avant, pour laisser pour laisser les affaires politiques à ses amis, puisque ministre, il n'a jamais eu autre chose que des synarques pour diriger tous ses cabinets du sol au plafond. Et donc, il se fait littéralement rouler dans la farine par Izorni, qui le met en question comme ministre. Vous voyez, moi, dans mon texte, j'avais dit qu'il avait été ministre des Finances à partir de novembre, puis président du Conseil, mais pas seulement. Il faut vous dire qu'il avait été ministre de la Justice avant d'être ministre des Finances en 1938 et qu'il avait pu ainsi gentiment préparer des mesures particulièrement féroces contre ceux qui se battaient à l'époque et qui étaient les anciens unitaires de la CGT ou les actuels, enfin, ou les communistes d'alors, et qu'il avait été très efficace à cet égard. Donc il lui pose des questions littéralement abominables sur les raisons pour lesquelles il a pris tant de mesures anticommunistes, et il veut lui faire avouer ce qu'il ne parvient pas à faire. Il est assez aimable pour le dispenser des réponses définitives. Il veut notamment lui faire permettre aux jurés, au public, théoriquement, de comprendre pourquoi Georges Bonnet est en mesure de de déclarer à l'ambassadeur de Reich von Welseck que le 1er juillet 1939, qu'on va bientôt supprimer les réunions publiques, suspendre les élections et mettre les communistes à la raison. Mais tous ces hommes symbolisent cette Troisième République qui n'a pas du tout bonne presse en 1945. Reynaud ou Daladier sont les hommes d'un régime dont De Gaulle lui-même a dit qu'il avait abdiqué dans la défaite après s'être paralysé dans la licence. Mais heureusement, l'autre peut échapper à l'orage, et il n'empêche que Reynaud et les assistants au procès l'ont dit, parce qu'on a le compte-rendu par les RG, la population considérait en effet qu'un certain nombre de ces républicains auraient dû se trouver aux côtés de Pétain et pas du côté des accusateurs, parce que ils avaient fait aussi bien que Pétain pour l'assassinat de la République. Mais surtout, vous observerez en lisant les actes à quel point Daladier est étrangement épargné. Ça peut être surprenant, parce que ces chefs de la République, je ne dirais pas ont continué une carrière flamboyante sous De Gaulle et la 4e République, mais tout de même ont été considérés comme des victimes de Vichy. C'est vrai que Vichy a montré beaucoup d'ingratitude, c'est vrai que ce sont des victimes très partielles. Après le rôle gravissime que ces individus avaient joué dans la défaite et dans la liquidation de la République. Mais Daladier avait une raison particulière d'être ménagé. Daladier était en effet ministre de la guerre à partir de 1933 et de manière très durable, 1933 pardon, puis 1936-1940, jusqu'au moment où il devient président du Conseil, puisque vous savez qu'il est également président du Conseil. Et donc, il faut dire qu'il a eu quand même beaucoup de fonctions, ce Daladier. Hein? En 38-40, il manque pas de fonctions. Et bien entendu, le scandale de la cagoule romantique a pris un développement très important en 1936-1937, parce que tout a été découvert, en particulier en matière de cagoule militaire.
réseau Corvignol, etc. Soi-disant, parce que c'est le grand thème, vous le savez, ces gens auraient voulu parer à un putsch communiste. Le problème, c'est que le putsch n'était pas communiste, que c'était leur putsch et que, bien entendu, les rouges pouvaient endosser la livrée du coupable, mais que le coupable était ailleurs. Et donc, ce Daladier, dont il faut rappeler qu'en 1934, il était présenté par l'homme du comité des forges devenu ambassadeur du Reich à Berlin, André-François Poncet. Il était présenté comme à Hitler et à son ministre des Affaires étrangères, von Neurath, comme celui qui devait diriger le gouvernement autoritaire et même très autoritaire qui allait être mis en place en France, 33-34. Vous observerez après ça qu'il est légitime que les collègues de Sciences Po nous présentent le 6 février 1934 comme une réaction un peu musclée de républicains de bonne foi, outrés par le caractère absolument ignominieux et pourri de la République. Et donc, disais-je, ce Daladier, qui adorait les militaires depuis qu'il était ministre de la guerre, mais vous savez que c'est une caractéristique générale. Vous voyez tous nos ministres de la guerre, je n'ai même pas besoin de parler du présent, qui sont pris d'une espèce de furie militariste lorsqu'ils occupent ce poste. Ça a été le cas de Daladier, prévu pour diriger un gouvernement autoritaire ou très autoritaire, qui adorait les militaires, qui était un admirateur fervent de Weygand. Rappelez-vous quand même que Daladier avait assuré son retour politique après sa complicité de 1933-1934 avec les putschistes, en devenant un des porteurs, un des représentants au sein du Parti radical du courant de gauche en vue des élections du Front populaire, qui présentait Édouard Herriot comme une espèce de vieux crouton de droite. Bon, c'est vrai que Édouard Herriot n'était pas un grand vaillant, mais dire honnêtement, je dirais même qu'il était surtout... Ah, j'ai peut-être fait des sottises. N'était pas un grand vaillant, mais c'était quasiment un héros à côté de Daladier. Vous avez là un exemple absolument pur de ce que c'est que le programme fallacieux de quelqu'un qui passe de droite à gauche pour obtenir la confiance des électeurs. Puisque, continuant sur sa lancée, Daladier s'est trouvé le complice, et pas seulement le complice passif, le complice actif du putsch, au point que, lorsqu'en 1937, alors qu'il était encore ministre de la guerre, le complot de la cagoule militaire a été entièrement percé à jour, avec Pétain en étant découvert comme le chef de l'ensemble des conjurés. C'est dans son bureau, racontaient volontiers les radicaux en 1945, c'est dans son bureau que, ayant présenté à Pétain le dossier qui l'identifiait comme chef de la cagoule, il l'a brûlé devant lui. C'est vous dire comment, au procès, Pétain est tranquille sur son sort. De dossier, Pétain, il n'y a plus. En juillet 1945, malgré ses épreuves, malgré la bravoure qu'il a montrée face aux magistrats de Riom, et malgré l'emprisonnement qui a suivi, Daladier n'a pas bonne presse. Il incarne, à son corps défendant, le régime détesté de la Troisième République. Le procureur Mornay a tenu cependant à le faire comparaître. Daladier, en effet, est également réputé pour ses grandes colères froides. Elle terrifiait ses adversaires dans les congrès du Parti radical ou à la Chambre des députés. Il en avait même retiré d'être surnommé le taureau du Vaucluse. Compte tenu des avanies que lui a fait subir Pétain, c'est une prestation de cet ordre qu'attendent de lui Mornay et le public du prétoire. Qu'il se jette à pleines dents sur le maréchal, comme Reynaud l'avait fait à sa manière. Mais non, au contraire, Daladier reste calme et pondéré. Le taureau a les pattes cassées, écrira un journaliste. Son souffle est court et son sabot est mou.
Il ennuya. Il prit notamment un temps interminable à lire plusieurs pages bourrées de chiffres pour montrer que son ministère avait bel et bien doté la France des armes nécessaires à sa défense. En mai 1940, 118. Je crois que cette déposition se passe dans une atmosphère de modération. Il ne faut pas se fier à cet air étonné d'Isorni. Lui sait mieux que quiconque d'où vient cette modération relative de Daladier à l'égard du maréchal. Car il l'a révélé depuis lors, Daladier et les avocats ont passé un accord. De part et d'autre, on s'est entendu pour ne pas s'accabler. Plutôt que de se jeter sur lui, Isorni, Lemaire et Payen restent silencieux quand l'ancien ministre de la guerre se défend de n'avoir aucune responsabilité dans notre désastre militaire. Et en échange, contrairement à Reynaud, qui avait même retiré à Pétain son titre de vainqueur de Verdun, Daladier joue les magnanimes. Mais qu'on se rassure, dans les dossiers W3 ou 3W, je ne sais pas comment on les appelle, des procès de haute cour, vous trouvez dans le dossier Pétain, en particulier dans ce qu'on appelle la malle Pétain, de toute une série de documents d'origine qui ont été découverts, et dans les autres dossiers, suffisamment de choses pour établir en effet que Pétain était le chef de la cagoule. Inutile de vous dire que ces magistrats, prévus à cet effet, ont assuré un procès digne des choix qui avaient été faits. J'ai appelé ça dans ma présentation les moments clés de la farce. Évidemment, c'est une farce tragique. Quand on y réfléchit, c'est d'autant plus une farce tragique que ces choix de l'après-libération, je dirais, portent toutes leurs conséquences dans la nouvelle période de crise systémique que nous avons atteinte. Parce que vous ne maintenez pas impunément le statu quo quand le statu quo a été porteur des horreurs que nous connaissons. Les horreurs, au moins, nous les connaissons. Si nous ne connaissons pas tous les responsables, si la population ne connaît pas tous les responsables, inutile de vous dire que le procès a été digne de cette horreur, non seulement par les mensonges avérés, parce qu'on les perçoit de temps en temps. On perçoit de temps en temps l'écho de réticences parlementaires à l'égard des mensonges qui sont proférés, notamment par les militaires. Parce que c'est un défilé de militaires. Hein. Si l'armée vous manque, là, vous serez tranquille, vous aurez un magnifique panorama. Mais vraiment, un procès type, par la manière dont la résistance est bafouée. Je ne veux citer qu'un exemple, c'est le moment où Mongibaud explique qu'il n'est pas question, il n'a pas voulu entendre Madame Jean Zay, veuve du ministre républicain assassiné par la milice, c'est-à-dire par la cagoule. Bon, parce que la milice, c'est la cagoule. Comme je ne veux pas donner à cette audience une allure un peu passionnée et sentimentale, pour bien montrer que nous rendrons ici la justice et que nous ne devons pas nous laisser impressionner par des cris de vengeance et de représailles, si justifié soit-il. J'ai fait savoir à Madame Jean Zay que je ne lirai pas sa lettre et que je ne l'entendrai pas. C'est le même jour qu'on a droit au message de Juin sur son caractère héroïque de patriote. Je vous en passe d'autres. L'autre élément essentiel, c'est que vous mesurez dans le procès que toute l'instruction qui a été fondée sur la découverte des étapes, des protagonistes, des modalités du complot, s'est effondrée, puisque, à de fréquentes reprises, le président du tribunal ou le procureur général font observer que je ne vais en citer qu'un, je vais citer Mornay, je n'ai pas retenu à la charge de Pétain ce complot contre la République, qui s'est manifesté par des tentatives du genre de celle du 6 février, par des conspirations mêlées d'assassinats dans le genre de ce qu'on a appelé la cagoule. Dans ce complot, qui nécessite nécessairement la présence de plusieurs conspirateurs en relation directe les uns avec les autres, je ne rapporte pas la preuve. Je n'ai pas trouvé la trace d'une ingérence directe et personnelle de la part de Pétain. Fermez le banc. Ça vous explique pourquoi il ne se passe plus rien après le procès Pétain où il ne s'est rien passé, et pourquoi l'assurance de tous ceux qui le suivent
sauf Laval, mais bon, on n'a pas encore les actes du procès de Laval. Ce serait très intéressant d'ailleurs que de réfléchir au comportement de Laval et aux raisons pour lesquelles ce magnifique consensus s'est réalisé sur Laval, coupable de tout. Mes collègues l'ont transformé en coupable de tout. Mais, grand Dieu, il avait les épaules larges. C'est vrai qu'il pouvait être considéré comme un grand coupable, mais comme un grand coupable, aussi coupable que d'autres qui n'ont pas été considérés tels. Et à partir de là, je dirais que définitivement et publiquement, les grands synarques sont tranquilles. Comme dit très bien Paul Baudouin quand il se fait arrêter à la frontière du sud, enfin près de la frontière espagnole, fin mars 1946, comme il dit très bien aux policiers et puis aux magistrats, il envoie en mai 1946 cette note, avec le 8e point sur lequel je terminerai. Même si j'étais, je rappelle qu'il a été, ce grand banquier, président de la Banque d'Indochine, une des grandes banques de la Synarchie, et qu'il a été ministre des Affaires étrangères de Pétain après l'avoir été de son grand protecteur politique, c'est-à-dire de Paul Reynaud. Et voilà ce qu'il écrit dans ce 8e point. Même si j'étais celui qui a signé l'armistice, cette affirmation ne pourrait entraîner une accusation. Au procès du maréchal, le mercredi 1er août 1945, le procureur général Mornay, page 151 de l'édition des journaux officiels, dont vous bénéficiez aujourd'hui de l'accès général, a abandonné toute accusation concernant l'armistice. L'armistice est un fait. Il ne constitue pas un des chefs de l'accusation. Il le cite là. Un peu plus loin, page 152, il cite toujours le journal officiel, la question de l'armistice est vidée. Il est vrai que la veille, le général Végan, page 137-138 de ce compte-rendu, avait lumineusement démontré que l'armistice était le moindre mal. On terminera là-dessus. Je voulais juste te poser une question, c'est évidemment pas pour lancer un débat, parce qu'il est quand même un peu tard. Quelle heure est-il après? Il est 9h30. Quand même. Voilà, mais quand même, j'essaie de faire une petite synthèse, tu vas me dire si je me trompe, et si je me trompe, on reprécisera ça une autre fois. Pétain est quand même condamné, mais on s'aperçoit, et c'est l'intérêt, il me semble, de cette mise en perspective, qu'il est condamné pour mieux masquer le fait qu'on ne va rien savoir en réalité, que rien n'est révélé, au fond, mais les apparences sont sauf, puisqu'il est condamné, il est non pas gracié, mais sa peine est commuée, comme on sait. Laval, lui, va être la victime expiatoire, comme ça, il y en a quand même au moins. Ah ouais, il en faut un quand même, autrement c'est pas crédible. Comme Darnan, d'ailleurs, vous verrez dans les actes qu'il fait observer à Pétain, mais vous m'avez félicité tout le temps. Qu'est-ce qui se passe pour que vous me récusiez maintenant? Mais le résultat, c'est qu'au fond, jusque pratiquement aujourd'hui, on ne va rien savoir. Et comme tu le rappelles fort justement, on va même nous expliquer que la synarchie, enfin, il faut préciser, tu y fais allusion pendant la soirée, mais c'est pas forcément connu du monde. L'essentiel de tes collègues, de tes confrères, on va dire, la totalité des historiens français prétendent que la synarchie n'existe pas. C'est un fantasme d'Annie Lacroix-Ry. Oui, avant, il faut bien le dire, comme je vous recommande la lecture de mon collègue Olivier Dard, qui en 1999 et avec une nouvelle édition, sans beaucoup de neuf, il faut dire, et toujours pas d'archives, a réitéré l'affaire, si je ne m'abuse, en 2012, certifie que la synarchie est un mythe qui a reposé sur les interprétations conjuguées et également fausses des fascistes de Paris, qui ne sont pas du tout la même chose que Vichy, qui n'est pas fasciste, vous le savez, et des communistes. Voilà. On trouve déjà les complotistes. Voilà. C'est les proto-complotistes. Mais c'est pas déjà les complotistes. D'abord, il faut le savoir, on l'a oublié parce qu'on a souvent l'impression que c'est depuis le 11 septembre 2001 que le complotisme est dénoncé sans cesse.
Moi, je viens de faire viens de faire paraître à la demande de la fédération CGT de l'agroalimentaire un ouvrage, un recueil de travaux sur le syndicalisme, sur les scissions syndicales, le poids de l'étranger dans les scissions syndicales, car il a été essentiel, et en plus on le connaît encore mieux que le poids des classes dirigeantes françaises, parce que le patronat a bouclé, on sait quand même beaucoup de choses, mais le patronat a bouclé ses archives alors qu'on sait énormément de choses sur le rôle de l'Allemagne, enfin pas énormément de choses, mais on sait des choses sur le rôle de l'Allemagne dans l'orientation droitière des syndicats d'avant-guerre et sur le rôle des États-Unis dans les scissions d'après-guerre. Tout ce qui est bien autour, finalement, est complètement ignoré parce que on a commencé depuis les années 1980 à faire peser l'opprobre sur toute recherche des responsabilités des classes dirigeantes, à faire peser l'opprobre d'une histoire complotiste. Et moi, en me relisant, puisque c'était des recueils anciens, j'ai certains articles qui datent du tournant des années 80, vous voyez, quand même d'une période précoce de ma recherche, enfin, juste peu de temps après ma thèse d'État. J'étais sidéré en me relisant de me rendre compte à quel point cette accusation de complot, d'histoire complotiste, était déjà forte dans les années 80. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à me faire attaquer par mes collègues. Je pense en particulier à Henri Rousseau, qui se présentait comme le grand spécialiste, le seul spécialiste de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, en quelque sorte l'équivalent français de Paxton, à ceci près que Paxton avait lu beaucoup d'archives et lui pas beaucoup. Mais Rousseau m'accusait par exemple au début des années 90 de faire de l'histoire n'importe comment, de développer la thèse de la courroie de transmission entre l'État et le patronat, de prêter, de voir des complots là où ça n'existait pas. Et c'est dans les années 90, je vous le rappelle, que des gens comme Henri Rousseau, donc pas seulement Olivier Dahr, ont commencé à dire, ils ont eu des articles dans Libération, desquels il ressortait que, oui, la cagoule avait existé, mais enfin, grosso modo, à partir de 1937, elle était morte, il n'y avait plus rien. Quant à la synarchie, elle n'avait pas existé du tout. Et c'est depuis, il faut le savoir, c'est depuis un article de 1970, donc ça remonte maintenant à 45 ans, d'un historien américain, quelquefois plus sérieusement documenté, qui s'appelle Richard Quisel, que les collègues, il est d'ailleurs quasiment introuvable cet article, je ne sais pas si la revue est très diffusée en France, mais moi je l'ai résumé très largement dans mon ouvrage Le choix de la défaite. C'est là que Quisel a dit, qui était quelqu'un qui travaillait sur le mouvement patronal, sur l'organisation patronale, c'est là qu'il a dit que la synarchie était un mythe, dans des conditions que j'analyse, puisque je montre qu'il a démontré, ou prétendu démontrer, que la synarchie était un mythe sur la base de témoignages de gens qui étaient exclusivement des cagoulards, des synarques ou des synarcho-cagoulards, parce qu'on peut être les deux. Bon, alors, vous allez voir un responsable hitlérien en 1944, en 1945, comme je l'avais écrit dans un ouvrage sur la dénazification, si je puis dire, allemande, et vous avez un article extraordinaire d'un journaliste américain qui dit « c'est très simple, vous allez voir les hitlériens aujourd'hui, c'est une association de sauvetage des juifs. Oui. » Hein, c'est quelqu'un, je crois, du New York Times qui avait fait un article très rigolo là-dessus. Voilà. Nous avons démontré avec Quisel qu'il n'y avait pas de synarchie. Mais j'ai résumé l'article, vous le verrez, si vous trouvez que ma critique se tient debout, d'autant qu'elle est quand même étayée par beaucoup d'archives, je montre à quel point, là, en 1970, qui correspond dans les années suivantes, parce qu'il y a un décalage chez nous, il y a eu un décalage chez nous, à partir de ce moment-là, et surtout à partir des années 1980,
et notamment à partir, je dirais qu'il y a une date qu'on ne connaît pas, enfin si vous voulez, qui a l'air d'une date de simple spécialiste, qui est une date très très importante, non seulement dans l'histoire de l'historiographie, mais dans l'évolution politique ou comme thermomètre de l'évolution politique. Il y a en 1985 un ouvrage extrêmement intéressant d'un historien dont la carrière à partir de ce moment-là a été absolument foudroyante. C'est un ouvrage sur les raisons sur l'ascension d'Hitler. C'est un livre donc paru en 1985, jamais traduit en français, qui a été repris par tous les historiens français, selon lequel l'hitlérisme n'est pas le produit du grand capital. Le livre d'Henry Turner, qui est un historien extrêmement important, qui a été en particulier le professeur de Hayes, qui a fait une thèse intéressante d'ailleurs, mais très, très partielle sur IG Farben. Et la thèse, c'est que Hitler n'est pas le produit du grand capital, c'est le produit de la petite bourgeoisie et du petit capital crétin qui ne comprend rien, alors que le grand capital, pas du tout, ne l'a pas soutenu. Entre l'idée que la grande bourgeoisie française n'avait pas été fasciste, n'avait pas concouru du tout à liquider la République, et cette idée que ce n'est pas du tout le grand capital qui avait été à l'origine du nazisme, mais exclusivement les fractions retardataires du capital et la petite bourgeoisie. Vous voyez, un peu comme on nous a présenté ces dernières décennies le Front National. On nous a présenté le Front National comme tirant sa prospérité de la cotisation fort élevée au meeting, vous voyez. C'est cher, donc ça fait beaucoup de sous pour le Front National. Chacun comprend bien à la seule vision télévisuelle d'une succession de salles et de meetings du Front National qu'à partir du moment où vous avez des installations durables, importantes, avec des espaces, avec des meubles, etc., qu'il faut beaucoup d'argent. C'est-à-dire que nous avons le même type de création et le même mécanisme d'explication trompeuse pour les populations. C'est une espèce de raz-de-marée populaire qui vient basculer tous les calculs des politiciens traditionnels, de la grande bourgeoisie, qui finalement ne finit que par s'y rallier en quelque sorte contrainte par les masses. C'est l'inverse qui se passe, et moi je considère, tout en rapportant évidemment la responsabilité de mes collègues à son rôle limité, que l'historiographie française a, dans l'évolution droitière de la société, de la culture française, une responsabilité éminente que l'historiographie française n'avait jamais assumée jusque-là, je dirais jusqu'aux années 1980. Car nous avons eu beaucoup d'historiens réactionnaires, beaucoup. Mais nous n'avons pas eu cette tendance à valoriser, protéger de toute curiosité malsaine les élites de l'argent comme nous avons depuis les années 70 et surtout 80-90 en France. Et qui est un véritable frein au développement de la recherche, à la liberté d'expression des jeunes chercheurs, à la capacité de choisir des sujets délicats, tout étant délicat d'ailleurs, sauf ceux qui concourent à l'idée que l'Europe est grande et belle, et les industriels et banquiers, des gens très bien et très compétents. Une question brève. Une réponse rapide aussi. Merci beaucoup pour ces lumières que vous avez apportées. Que pensez-vous de l'approche de Zef Sternhell, qui est aussi en but à beaucoup d'attaques des historiens français, beaucoup de mépris aussi, qui lui, à partir d'une étude des anti-lumières de Kant, enfin Herder, Burke, etc., montre bien justement que le fascisme français a un terreau fécond qui le nourrit depuis les années 30, et lui aussi, comme vous sans doute, il est battu en brèche en disant c'est pas sérieux. Alors, son approche n'est pas du tout la même que la vôtre, évidemment, c'est pas... Voilà, c'est un peu le début de la démarche, non seulement de moi-même, mais de quelqu'un qui m'a précédé, c'est-à-dire le chercheur américain dont j'ai parlé tout à l'heure, malheureusement, dont le travail s'est de fait arrêter aux années
s'est arrêté depuis 20 ans, mais qui a apporté énormément à l'histoire du fascisme en France. Il a critiqué la démarche de Sternel et il a bien fait parce qu'il y a des aspects très positifs dans la démarche de Sternel, qui étaient des aspects qui... Je dirais que l'aspect le plus important de cette démarche, c'est bien de prouver qu'il y a un fascisme français, et que c'est un fascisme dont les origines sont antérieures à 1914, et qui est très lié donc à l'histoire propre de la France, et que même en l'occurrence, la France est une sorte de modèle et de précurseur. Mais ce qui a assuré pendant longtemps, jusqu'à une dispute tardive entre responsables de Sciences Po et Sternel, ce qui a assuré le succès médiatique de Sternel en France, c'est qu'il avait un avantage particulier qui correspondait bien à l'intérêt des idéologues de Sciences Po, qui consistait à dire il y a bien un fascisme français, mais c'est un fascisme hérité de la gauche. Et c'est en particulier un fascisme hérité de l'anarcho-syndicalisme. C'était sympathique. On partait de Georges Sorel et on arrivait à tous les renégats des années 1930. Non, pas du tout, pas du tout. Mais ça les servait en ce sens qu'ils prenaient la thèse de Sternel de l'anarcho-syndicalisme virant à droite pour dire il y a une continuité avec ce qui est le seul fascisme des années 30, c'est-à-dire le fascisme des renégats de la gauche. Et ils se sont fâchés à ce moment-là, et Sciences Po est féroce, hein, et Sciences Po a des moyens médiatiques qui sont considérables, puisque vous savez ce que sont ses accès éditoriaux, sa représentativité, sa présence sur les grands médias, dans l'audiovisuel, etc. Et donc, ils en ont simplement voulu à Sternel, parce que Sternel démontrait quand même que l'action française aussi, l'anarcho-syndicalisme, tout ça avait donné des racines françaises. Tant que ça ne mettait pas en cause la droite, ça allait bien. Quand ça a mis en cause la droite, ça a été gênant. Et surtout, ce que Soucy a reproché à Sternel, et à mon avis avec grande pertinence, c'est que Sternel, pour analyser le fascisme, bien que ce soit une démarche naturellement utile, a surtout analysé des textes. Oui. Donc des textes, c'est intéressant, mais ce que Soucy a dit, c'est que les textes étaient une chose et les pratiques étaient autre chose. En particulier, ce qui lui semblait important, et qu'il a démontré, mais démontré avec des sources insuffisantes, mais à cet égard il a été un extraordinaire pionnier, c'est que c'est le patronat, le grand patronat qui a financé le fascisme. C'est lui qui a soutenu l'action française. Et on a des travaux anglophones, je pense à un travail qui a été publié, je crois, au début des années 2000 par un collègue anglais sur les origines, sur le rôle de l'action française, qu'il qualifie de matrice du fascisme français. Ceci, conjugué au travail de Soucy, a été un travail plus profond parce que non borné à l'étude des textes officiels. Mais c'est vrai que il y a des aspects très intéressants dans la pensée de Sternel, et que ce qu'a fini par lui reprocher Sciences Po, après avoir réservé à Sternel un accueil digne des Alliés, parce qu'il venait couramment à Sciences Po, enfin il était leur ami, mais les fâcheries sont féroces, ça a été cette idée qu'il y avait un fascisme français, alors que ces gens récusaient formellement le lien entre la droite française et le fascisme français. Et Soucy a dit, non seulement il y a un fascisme français, mais ce fascisme français est un fascisme de droite, entièrement de tradition de droite, et dont le support a été un support de la très grande bourgeoisie industrielle et financière. Et quand nous avons eu des archives ouvertes,
c'est-à-dire en gros à partir de 1999, ce qui m'a rendu capable de faire l'ouvrage Le choix de la défaite, alors là, nous avons eu en effet la démonstration de la fécondité, de la démarche de souci, dont il faut vraiment rendre hommage au caractère pionnier. Il faudra se contenter de cette réponse. Merci à tous. Enfin, vous pourrez poser d'autres questions après. Marcel Paul, 45 ans. Quand le greffier lui demanda de décliner sa profession et son adresse, il eut la candeur de répondre « électricien, demeurant au 120 rue Lafayette ». Le 120 rue Lafayette, en 1945, c'est le siège du Parti communiste. Et quant à l'électricité, Marcel Paul est bien modeste. Il dirige en effet la Fédération CGT de l'éclairage. Bref, vous l'aurez compris, Marcel Paul est un drôle de malin. Un militant déterminé qui a fait une très belle résistance, ce qui lui a valu d'être déporté à Buchenwald, où il a organisé et dirigé les détenus communistes. Après Loustono-Laco, qui s'est révélé incontrôlable, Marcel Paul est le premier des témoins discrétionnaires fiables, que le pouvoir, effrayé par la faiblesse des témoins choisis par Mornay, a imposé à Montgibou. Il est là pour donner ses fameuses impressions d'audience. C'est sûr que par rapport aux parlementaires amidonnés de la première semaine, le ton change. J'ai demandé à témoigner en tant que soldat de la résistance et en tant que déporté politique. Soldat de la résistance, parce que je veux dire à la cour que les coups les plus durs qui ont été portés à la résistance l'ont été par les policiers du gouvernement de Vichy, obéissant aux ordres de l'accusé. Il n'y a pas que la Gestapo qui ait pratiqué en France les méthodes de torture qui resteront une page de honte pour l'humanité. Les policiers de Vichy ont pratiqué ces tortures. Il y avait une véritable frénésie chez ces policiers. Société française est à la hauteur d'un parcours hors norme. Pupille de la nation, devenu ouvrier électricien, syndicaliste, puis figure de la résistance et enfin ministre, sa vie fut façonnée par l'intensité de ses engagements qui en firent l'un des fondateurs du modèle industriel et social d'EDF-GDF. Après avoir exercé divers métiers, Marcel Paul entre en 1923 à la Compagnie parisienne d'électricité, qu'il affecte à la centrale de Saint-Ouen, puis dans la distribution comme contrôleur de compteurs à l'éclairage public. Syndicaliste et militant communiste, sensible aux problèmes de l'enfance malheureuse par sa propre expérience d'enfant abandonné, il prend ses premières responsabilités au sein de l'Avenir Social, l'orphelinat ouvrier de la CGTU. Marcel Paul prend des responsabilités au sein du syndicat des producteurs d'énergie, puis comme dirigeant de la Fédération CGTU de l'éclairage et des services publics à partir de 1931. Il promeut un syndicalisme à base multiple, intégrant pleinement les œuvres sociales. À cette époque, comme responsable de l'intersyndicale des services publics de la région parisienne, il développe cette vision originale avec la création d'un dispensaire, d'une coopérative d'achat et d'un service d'aide juridique. Dans le contexte du Front populaire, il participe activement à la réunification des confédérations CGT et CGTU et devient en 1936 secrétaire de la nouvelle fédération CGT de l'éclairage. Il s'engage également dans la lutte pour un statut commun à tous les personnels des sociétés électriques de la région parisienne. Les grèves de juin 1936 offrent alors un premier aboutissement avec ce statut unique des électriciens parisiens. Mobilisé en 1939, Marcel Paul est fait prisonnier de guerre en 1940. Il s'évade et devient rapidement responsable dans la résistance, en Bretagne puis à Paris.
Arrêté en novembre 1941, torturé et emprisonné, il est finalement déporté en 1944 à Auschwitz puis Buchenwald. En avril 1945, il est l'un des responsables politiques de la libération du camp, le seul libéré par ses détenus. À la libération, Marcel Paul acquiert la stature d'un homme d'État. Élu député, il s'attelle aussitôt au projet de nationalisation des industries électriques et gazières prévu par le programme du Conseil national de la résistance. Son expérience syndicale, son rôle dans la résistance et son statut de déporté le rendent incontournable. Le 19 novembre 1945, Marcel Paul est nommé ministre de la production industrielle. Face aux enjeux de la reconstruction d'un pays ravagé par la guerre, il mène à bien la nationalisation des industries électriques et gazières et la création des charbonnages de France en 1946, développant ainsi un immense service public de l'énergie. Ces combats syndicaux trouvent également leur aboutissement avec l'élaboration du statut national des personnels. Après un travail minutieux et acharné, les acquis de l'ensemble des statuts des deux entreprises devenues nationalisées s'appliquent désormais à tous les gaziers et électriciens. Après son départ du gouvernement en décembre 1946, Marcel Paul se consacre à nouveau au syndicalisme. En 1947 est créé le Conseil central des œuvres sociales, le CCOS. La popularité de Marcel Paul parmi les électriciens et gaziers le porte naturellement à la présidence du CCOS lors des premières élections. En quelques années, se développe un vaste système d'œuvres sociales chargé d'améliorer le bien-être des personnels et de leurs familles. Cette organisation, unique par son ampleur et par sa gestion, est assurée par les salariés eux-mêmes et leurs représentants. Malgré cet engagement en faveur de l'entreprise, le CCOS est dissous par le gouvernement en 1951. Tout au long de cette période troublée, la résistance syndicale s'organise autour des caisses d'action sociale, les CAS, que les salariés veulent gérer par eux-mêmes, sans ingérence des directions. En 1955, au moment de la création du comité de coordination des CAS, Marcel Paul en devient le premier président. Ce sera le premier pas vers la reprise effective, mais sans Marcel Paul, des activités sociales par le personnel. Jusqu'au début des années 60, Marcel Paul marque l'action et la vie de la fédération CGT par toute l'intensité de son engagement, par sa rigueur et son exigence, par son expérience syndicale et par son rôle dans la création d'EDF-GDF, du statut et du CCOS. En 1962, il prend le titre de président d'honneur de la fédération et se consacre désormais à la mémoire de la déportation. À son décès en 1982, les hommages ne dépassent guère le monde militant. Par-delà les clivages, son engagement pour un service public de l'énergie ambitieux, tant sur le plan de la politique industrielle que de l'action sociale, fait pourtant de Marcel Paul une figure omniprésente de la mémoire des électriciens et des gaziers.